Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2024 et je voulais profiter de cette actualité euh, qui nous touche aujourd'hui pour vous parler de nos métiers et nous parler effectivement de cette colère des agriculteurs. Alors, j'ai intitulé cette vidéo Normes et hors normes. Vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, Très simplement, vous avez entendu, puisque depuis quelques jours, les agriculteurs sont en colère, et l'une de leurs revendications, c'est effectivement de diminuer ou de stopper un petit peu ces normes qui sont appliquées en matière d'agriculture en France surtout. Alors, pourquoi effectivement je rebondis sur cette actualité, puisque si vous avez compris, aujourd'hui, les agriculteurs, nos agriculteurs français, sont asphyxiés par un surplus de normes euh, qui ont été mis en place au niveau français, au niveau européen, dans un but de protection effectivement de l'environnement, dans un but d'établir des règles de fonctionnement pour tous les agriculteurs au niveau européen et dans le monde. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les agriculteurs français, ou en tous les cas les normes françaises, sont plus dures que chez nos voisins européens et donc font qu'il y ait une, comment dire, une différence au niveau concurrence qui est très très dure aujourd'hui pour nos agriculteurs. Euh, Parmi les slogans, est-ce que il faut attendre effectivement que nos agriculteurs meurent de faim pour qu'on ait quelque chose dans notre assiette? C'est un petit peu effectivement aberrant. Alors, je suis parti de cette actualité pour vous parler des normes qui s'appliquent dans le domaine financier, dans le domaine du conseil financier. Et aujourd'hui, pour démarrer ce propos, j'ai très simplement une anecdote que j'utilise souvent quand je me présente. Euh, Encore une fois, je vais parler de mon expérience, mais vous allez comprendre, il y a un peu moins de 30 ans, quand je rencontrais un investisseur, je pouvais le rencontrer chez lui et notre entretien, très rapidement, en fait, se terminait par une discussion, quelques conseils, et au bout d'une heure, je partais de chez lui avec j'utilise cette image, un sac plein de billets ou une valise pleine de billets, parce que ça se faisait encore, on pouvait investir en espèces, et c'est tout à fait légal. Et puis, donc, je déposais cette somme de mon investisseur dans une banque pour avoir une attestation comme quoi il avait bien investi. Et donc, notre entretien, entre guillemets, avait duré une heure, mais entre le moment où on s'était rencontrés, on savait ce vers quoi il voulait investir, c'était assez rapide. Bon, c'est pour l'anecdote, vous allez comprendre pourquoi mon propos. Quelques années plus tard, effectivement, la norme nous précise que les espèces, ça devient interdit à cause du blanchiment, pour des raisons fiscales, ce qui se comprend tout à fait. Et donc, à ce moment-là, les espèces sont interdites, ou en tous les cas, à partir d'un certain montant. Donc, désormais, vous pouvez investir, mais monsieur l'investisseur, vous devez investir avec une trace, donc par le biais d'un chèque ou d'un virement. Donc, un chèque, et puis il faut quand même justifier de votre identité. Donc, une copie de votre carte d'identité. Bon, allez, un entretien, allez, ça pouvait durer à ce moment-là 1 heure et quart. Allez, on passe un quart d'heure de plus parce que il faut le temps de faire la photocopie, le temps de rédiger le chèque. Mais bon an, mal an, on reste, si vous voulez, dans des normes qui sont acceptables et qui sont justifiées parce que, effectivement, c'était pour tracer et puis éviter le blanchiment de l'argent de la drogue, entre autres, et tous les trafics qui pouvaient. Bon. Je vous dirais tout simplement quand même à cette époque-là, dans notre métier, puisque nous nous considérons comme des artisans du patrimoine, nous étions très peu sujets à ce type de clientèle ou d'investisseurs, euh, puisque vous comprendrez que déjà à cette époque-là, et encore aujourd'hui, ceux qui font du trafic de haut vol euh, passent par d'autres mécanismes et sur des investissements, si vous voulez, avec d'autres outils. Donc, c'est pas notre profession qui était
tellement touchés par ce phénomène-là. Mais bon, on appliquait, c'est normal. Il fallait effectivement faire en sorte de participer à cette chasse effectivement de l'argent sale. Et puis, je vais vous montrer la troisième étape qui arrive aujourd'hui dans mon anecdote. C'est qu'en fait, on est passé effectivement à des fonctionnements simples, et aujourd'hui à un fonctionnement qui est alourdi au niveau administratif de façon tellement importante que bah, c'est plus une heure et quart. Maintenant, on raisonne en jours, voire en semaines, entre le premier rendez-vous où on rencontre un investisseur et la mise en place de solutions, puisqu'on doit passer par un certain nombre d'étapes. Alors, on peut comprendre et je vais vous les présenter en quelques minutes. Alors, pour cela, j'ai voulu utiliser déjà quelques dates pour vous expliquer l'évolution. Je n'ai pas pris toutes les dates, mais certaines dates importantes. 2001, la loi Mursef, qui à l'époque effectivement fixe le cas de notre profession, comment on peut s'installer et devenir conseiller en gestion de patrimoine, entre autres avec des diplômes ou avec ce qu'on appelait la clause de grand-père, une clause d'expérience. Et donc, cette loi commence à définir quels sont les usages et comment, effectivement, vous pouvez reconnaître un conseil en gestion de patrimoine par rapport à des gens qui à l'époque, indiquaient sur leur carte de visite la profession, mais qui n'en avaient pas du tout les compétences. Très bien. En 2003, la loi de sécurité financière, cette loi vise à mettre en place une protection pour les investisseurs en imposant une obligation d'information et en fixant un cadre au niveau de la publicité. Parfait. Hein. À ce stade-là, effectivement, c'est très bien d'encadrer effectivement un certain process. Arrivent en 2007 les directives européennes. MIFID 1 et plus tard en 2018, MIFID 2. MIFID 1, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte effectivement un cadre européen qui est là pour effectivement réglementer notre profession, les usages, mais au niveau européen, histoire d'uniformiser. Très bien. Et puis, on continue, si vous voulez, à vouloir protéger l'investisseur. Parfait. MIFID 2, 2018, c'est donc la transparence des tarifs avec la transparence des coûts et des frais, c'est-à-dire quels sont les coûts que vous devez payer, les différents frais que vous pouvez payer. On doit être totalement transparent. Et puis, une certaine classification des clients dans différentes catégories, parce que euh, vous devez être informé avec qui vous allez travailler. Donc, c'est notre responsabilité. Et nous devons, nous, également vérifier quels sont nos investisseurs et les ranger dans différentes catégories par rapport au risque que nous leur faisons prendre et par rapport au risque euh, que nous prenons, si vous voulez, à faire investir tel et tel investisseur. Arrive également en 2018 la réglementation PRIPS, je passe sur l'anacronyme, avec ce qu'on appelle les fameux DICI et les fameux DIC, documentation d'information clé. Alors, ces documents sont formidables. Ce sont des documents qui sont là aussi normés pour en fait vous apporter dans un cadre identique l'information précise de chaque type d'investissement. Alors ça c'est surtout au début développé pour les placements financiers, mais aujourd'hui c'est en train de se développer également dans le domaine immobilier. Bon, tout ce qui touche à l'épargne. Et les DIC ou les DC, dans un premier temps, ces documents, je dirais le reproche qu'on pourrait leur faire aujourd'hui, c'est qu'ils sont partis d'une bonne intention qui est d'informer l'investisseur avec une norme, si vous voulez, de présentation. Mais je vous invite, en tant que particulier, à lire ce type de document qui peut faire au mieux 2 pages et des fois qui peut faire 50 pages, qui sont écrits essentiellement en termes juridiques sans, si vous voulez, choquer personne, dans 99% des cas, euh, un investisseur ne comprend pas, dès la deuxième, troisième ligne, ne comprend pas ce dans quoi il investit, puisque, si vous voulez, on a voulu tellement informer qu'on rentre dans des détails qui sont tellement techniques
qui sont justement pas avec un langage facile, un langage technique, un langage juridique. Donc, des documents aujourd'hui qui, je dirais, voilà, on veut être plus royaliste que le roi. Donc, au final, on informe, mais on surinforme que, en fin de compte, nos investisseurs ne lisent pas ce type de documents. Et puis, dernier exemple, la loi Pacte. Alors, la loi Pacte, dans le domaine de la gestion de patrimoine, était intéressant parce que il a créé le PER, hein, le plan d'épargne retraite, qui se veut d'uniformiser effectivement toute l'épargne retraite. Alors ça, c'est intéressant. Bon, aujourd'hui, on pourrait encore dire des choses là-dessus, mais je passe. Hein. Donc là, déjà, si vous voulez quelques exemples, mais en 30 ans, l'évolution des lois. Alors, je vais vous présenter maintenant comment concrètement ça se présente dans notre quotidien et comment vous pouvez effectivement comprendre l'évolution des normes. Et vous allez voir par rapport à mon anecdote du départ où bah, vous venez me voir à mon cabinet où je viens vous rencontrer chez vous. Euh, Notre expérience fait que bah, après une heure de discussion, je sais, si vous voulez, quelles solutions sont les plus adaptées à votre situation. Donc, je sais quand même vous conseiller. Ça, c'est mon expérience de professionnel depuis toutes ces années. Mais, mais, on doit passer par un processus. Et ce processus, je vous dis, il part de bonnes intentions, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bah, les investisseurs, quand vous leur dites, ben voilà, monsieur, on fait connaissance aujourd'hui, madame, on fait connaissance aujourd'hui, mais il va me falloir plusieurs semaines avant qu'on arrive à la solution, parce que on doit passer par des étapes qui me sont imposées, qui vous sont imposées, parce que si on ne passe pas par ces étapes, c'est comme si vous n'avez pas été informé suffisamment de transparence, que vous n'avez pas eu tous les éléments de réflexion, et donc je vais vous abreuver de documents, d'informations qui, au bout d'un moment, ben, l'investisseur s'impatiente, baisse les bras, d'accord, et malheureusement n'investit pas ou investit avec une certaine méfiance, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans ce processus, on a trois étapes. La première étape, c'est la découverte. D'accord. On se rencontre, on fait connaissance. Bon, bah, ce jour-là, je dois vous remettre ce qu'on appelle un DER. Le DER, document d'entrée en relation, c'est notre CV. C'est un document très important et j'insiste effectivement sur ce document. Pourquoi? Parce que ce document euh, bah, vous permet déjà de distinguer dans le problème que vous rencontrez, si il vous remet ce type de document ou si vous le remet par mail, eh bien, vous verrez ses habilitations, ses diplômes, vous verrez son expérience, vous verrez avec qui il travaille et comment il travaille. Donc ça, c'est quand même un document très important qui aujourd'hui a le mérite d'exister et qui permet effectivement de savoir que vous ne travaillez pas avec un margoulin, j'allais dire, ou quelqu'un qui prétend exercer une profession sans en avoir les compétences. Donc le document d'entrée en relation, moi je le résume en disant c'est notre CV, ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Et donc n'oubliez pas de vérifier le contenu de ce document. La gestion de patrimoine aujourd'hui est un métier très simple, mais qui est à cheval sur quatre réglementations. Pour faire simple, le conseil financier, le règlement général de l'AMF, le conseil sur des produits d'assurance, le code des assurances, les investissements immobiliers, la loi Hoguet, donc carte T, transactions immobilières, indispensables. Et puis, si on aborde des sujets fiscaux, juridiques, on doit avoir une habilitation, ce qu'on appelle la CJA, compétence juridique apprise au minimum, pour donner des conseils de ce type-là, qu'on fait à titre accessoire, parce que nous ne sommes ni des notaires, ni des avocats, mais donc on peut être habilité à orienter nos clients sur des conseils juridiques à titre accessoire, des stratégies qu'on donne au niveau global, au niveau patrimonial. Donc, vous voyez quatre domaines sur lesquels on est amené à porter nos conseils: le financier, l'assurance, l'immobilier et le juridique. Donc, cherchez à chaque fois que vous rencontrez un CGP, Conseil de son patrimoine, s'il a toutes ces habilitations, ça lui permet d'avoir une objectivité, ça lui permet de démontrer qu'il est à l'aise sur ces quatre domaines
Et si c'est quelqu'un qui a juste une habitation en immobilier, ben, il vous parlera que d'immobilier. Si c'est quelqu'un qui ne vous parle que d'assurance vie, ben, vous comprendrez qu'effectivement, il est courtier ou agent général d'assurance et il n'aura donc forcément un biais sur ce domaine-là. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un effectivement qui a les quatre habitations pour vous permettre d'avoir une vision 360 qui vous permet d'avoir un conseil effectivement sur les différents domaines. Donc, je vous ai présenté notre métier. Maintenant, à vous de vous présenter. C'est ce qu'on va faire avec la FCC, fiche connaissance client. Fiche connaissance client, c'est ce que j'appelle donc votre CV, dans lequel bah, on va devoir décrire votre situation, vos objectifs, les moyens que vous voulez mettre en œuvre. Et ce document doit être écrit ou sous format digital, mais on ne peut pas effectivement émettre des conseils si on n'a pas répertorié votre situation quelque part. Donc, vous voyez, entre il y a 30 ans, on se rencontre, on boit un café autour d'un verre et on vous fait un conseil. Aujourd'hui, bah, il faut que je me présente et que vous vous présentez. Ensuite, si on parle d'investissement, on va parler profil d'investisseur. Alors là aussi, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on commençait déjà à élaborer des questionnaires en disant, bah, très simplement, vous êtes plutôt prudent, vous êtes plutôt équilibré entre les deux, ou vous êtes plutôt dynamique ou spéculatif, et vous cherchez effectivement à prendre des risques pour gagner beaucoup. Bon, là, on avait un questionnaire papier, une dizaine de questions, très bien. Aujourd'hui, on nous demande non seulement d'avoir un questionnaire qui est beaucoup plus poussé, puisque dans ce questionnaire, bien sûr, on va vous demander quel type de risque vous êtes prêt à prendre, mais on va chercher également à avoir un minimum de connaissances, enfin, savoir connaître vos connaissances à vous en matière financière, puisque là aussi, je prends des raccourcis, mais pour que vous compreniez bien, si vous n'avez pas l'appétence sur les marchés financiers, si vous n'avez pas de connaissance du marché des actions ou de différents types d'instruments financiers, eh bien, bon, on ne peut pas vous faire investir sur ce type de marché. Vous n'êtes pas adapté. Quelqu'un qui vient, je prends cet exemple qui, pour moi, est justement flagrant de la bêtise, pour moi, de cette réglementation. Quelqu'un qui vient de gagner au loto 20 millions, 50 millions d'euros, eh bien, si c'est quelqu'un qui n'a pas la fibre économique, qui ne s'intéresse pas à ce sujet-là, eh bien, je suis obligé de tout vous mettre sur du monétaire ou de vous faire investir sur l'équivalent du livret de caisse d'épargne. D'accord? Si vous avez envie, entre guillemets, de jouer en bourse ou de vous intéresser à l'économie, eh bien, si vous n'avez pas les compétences ou le minimum d'information, vous ne pouvez pas aller sur ce type d'investissement. Je trouve que là, c'est un peu de la bêtise, puisque effectivement, il y a aussi une expérience à acquérir et on a tous commencé en faisant parfois des investissements sans savoir où on investissait, mais c'est de nos erreurs qu'on apprend. Et donc, on a besoin aujourd'hui, effectivement, de comprendre comment on investit. Alors, bon, voilà, ce questionnaire a mérite d'exister parce que c'est aussi un moment propice à l'échange et à comprendre ce que vous recherchez. Et en même temps, nous avons un rôle, effectivement, d'éducation financière. Donc, c'est à cette occasion que on échange et qu'on détermine quelle orientation on va prendre au niveau de vos investissements. Dernier point qui est arrivé sur ce questionnaire il y a moins de 2 ans, c'est tout ce qui touche à l'environnement, les fameux critères ESG. Bon, l'objet n'est pas d'en parler aujourd'hui, mais c'est intéressant. Voilà. Encore une nouvelle réglementation qui vient s'ajouter et donc qui demande effectivement d'échanger ensemble et effectivement d'avoir votre avis sur ce sujet. Allez, donc là, on a vu, première étape, vous voyez que c'est quand même quelques heures de travail et quelques heures d'échange. Ça ne se fait pas en 10 minutes. On passe donc ensuite à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est l'analyse. Bon, on a fait connaissance. Maintenant, on va analyser votre situation. Et avant de faire l'analyse de cette situation, il faut qu'on ait un contrat entre vous et nous. Ce contrat s'appelle une lettre de mission. La lettre de mission définit ce qu'on va faire, quels sont vos objectifs, est-ce que ça va vous coûter. Mais avant de vous donner un conseil, on doit écrire noir sur blanc qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire,
et vous devez accepter cette mission qui sera facturée soit par des commissions, soit par des honoraires, mais vous savez où vous allez et donc on s'engage réciproquement sur la mission à réaliser. Suite à cet engagement, on doit vous écrire un rapport. Un rapport, pourquoi? Ben, un rapport qui va définir, qui va vous présenter à nouveau, en partant de votre situation, de vos objectifs, eh bien, les solutions qu'on vous préconise. Et ces solutions-là, on doit clairement les identifier, clairement vous les présenter avec leurs avantages, leurs inconvénients, tout en détail. Ce type de rapport, aujourd'hui, en moyenne, c'est 50, voire 100 pages, très souvent. Nous avons pris le parti depuis quelques années, bien sûr de respecter cette réglementation, bien sûr de vous présenter tout en détail, mais on a pris l'habitude, en introduction, de vous résumer l'ensemble parce que malheureusement, encore plus avec le digital, on constate que 99% de nos investisseurs ne lisent pas les documents que nous leur remettons, qui nous demandent du temps à, à rédiger, à mettre en forme et à vous présenter. Donc, on essaye autant que possible sur deux, trois pages de résumer, si vous voulez, l'ensemble de votre situation et des solutions. Et après, libre à vous, effectivement, de rentrer dans le détail, de vous intéresser, de ne pas vous intéresser à toute la technique financière, juridique, fiscale, du pourquoi, comment, effectivement, on vous conseille tel ou tel type d'investissement. On arrive donc à ce rapport. Et ce rapport, bien sûr, on doit vous le remettre sous un format papier ou digital, et vous devez le signer, nous devons le signer avant quelconque investissement. Vous voyez, donc il peut se passer effectivement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On arrive enfin donc à la troisième étape, qui est la mise en place des solutions. On s'est présenté, vous êtes présenté, on a bien compris ce que vous recherchiez en fonction de vos projets, de vos objectifs. On vous a établi un document, rapport, diagnostic, il porte différents noms suivant les années, là aussi ça évolue. Mais donc dans ce document, euh, c'est ce qui va nous servir de fil rouge pour vos investissements, votre stratégie patrimoniale. Et donc, on peut enfin mettre en place les solutions. Donc, nous mettons en place les solutions, que ce soit des investissements, que ce soit un changement de régime matrimonial, que ce soit bon, les différents types de solutions. Je prends des exemples. Et donc, notre rôle, c'est la mise en place de ces solutions et ensuite le suivi. Voilà comment ça a évolué. J'ai résumé très rapidement parce que je ne veux pas faire des vidéos qui durent des heures, que vous puissiez prendre le temps effectivement de comprendre. Mais voilà comment la réglementation par souci de transparence, a alourdi le process. Pourquoi je dis alourdi? Parce qu'aujourd'hui, et je reviens à nos fameux agriculteurs, euh, c'est qu'aujourd'hui, on doit suivre ce process, c'est très bien. Euh, le, la priorité était de protéger l'investisseur. Parfait. Mais ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que nous, professionnels artisans du patrimoine, nous sommes face effectivement dans le conseil à soit des mastodontes, que sont les banques, les compagnies d'assurance et d'autres acteurs qui n'ont pas les mêmes moyens que nous, soit aujourd'hui au digital, qui est une évolution normale du conseil et de l'information, mais aujourd'hui, ben, tiens, l'AMF recense chaque année plus de 300 sites Internet frauduleux. Donc attention, encore une fois, attention à ce que vous pouvez faire en ligne. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que vous avez un accès direct que c'est plus transparent, que ça coûte moins cher. Le fait de passer par un professionnel, de prendre le temps de rencontrer un professionnel et de travailler avec lui, et je parle de professionnels de proximité, eh bien, ça vous assure quand même un certain suivi, une certaine objectivité et une remise en cause en permanence. Je rappelle aussi notre profession est une profession qui se veut indépendante. Je ne rentre pas sur l'aspect réglementaire de l'indépendance qui a aussi été revu régulièrement, mais
Ce que veut dire l'indépendance pour moi, c'est très simplement, nous sommes indépendants des organismes financiers et nous sommes indépendants de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez du conseil, je peux vous dire oui, je peux vous dire non, parce que je pense que ce n'est pas adapté à votre situation ou je ne peux pas résoudre les questions que vous vous posez pour différentes raisons. Mais en même temps, vis-à-vis des organismes financiers, n'étant pas salarié d'un organisme financier, donc j'ai toute liberté de choisir de travailler avec un tel ou un tel, pas en fonction des commissions que un tel ou un tel va me verser, puisque là aussi, on a une certaine normalisation, si vous voulez, des commissions qui peuvent être touchées. Et pour moi, contrairement à ce que d'autres disent, c'est pas un problème de commission qui fait que nous ne sommes pas objectifs ou que nous sommes intéressés, si vous voulez, à tel ou tel investissement. Aujourd'hui, rencontrez des CGP, rencontrez des professionnels, comparez-les et vous verrez qu'au final, ce n'est pas le coût des frais, ce n'est pas, si vous voulez, l'image, l'enseigne qui peut vous rassurer, c'est le suivi dans le temps qui fait que si vous avez un professionnel qui est transparent, qui prend le temps de vous expliquer les choses et qui vous accompagne, vous arriverez plus rapidement à des résultats. Voilà. C'était très important de vous rappeler tout cela et je profitais de cette actualité pour vous présenter effectivement cette excès de normes aujourd'hui qui, sous couvert effectivement de vous apporter plus d'informations, de vous protéger, on arrive aujourd'hui à un renversement, si vous voulez, la situation où au final on fait peur aux investisseurs, on devient tous frileux et n'oubliez pas, aujourd'hui l'État-providence c'est terminé. Donc, soit vous avez le temps de vous occuper de votre patrimoine, tant mieux, faites-le. Soit vous n'avez pas le temps, mais vous voulez préparer votre avenir, faites appel à un professionnel, prenez le temps de vous informer un petit peu et confiez après les clés de votre patrimoine à un copilote qui est là pour vous accompagner. Voilà, je suis Olivier Azoulay, Optimum Patrimoine, et mon rôle aujourd'hui avec cette chaîne, c'est de simplement vous apporter de l'information, de vous apporter quelques conseils et de vous éclairer sur toute l'actualité de notre domaine. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis bah, à très bientôt. Bye.